Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia Luxac-Rougeau et je suis rédactrice en chef du média Tom.Travel, qui est un média spécialisé dans les tendances technologiques appliquées au secteur du tourisme, mais aussi appliquées à la transformation du tourisme. C'est pourquoi on va aussi traiter des sujets relatifs au tourisme durable. Donc on a un peu ce grand scope entre la technologie et tout ce qui est en train de se passer dans le secteur. Alors, je suis rédactrice en chef de Tom.Travel, mais je suis aussi fan de science-fiction. C'est pourquoi j'avais envie de commencer cette intervention en vous parlant de l'un de mes films préférés. Dans ce film, aux accents post-apocalyptiques, qui se déroule en 2045, la population se rend dans un univers virtuel nommé l'Oasis. Ils y accèdent via des casques de réalité virtuelle. Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Pour jouer à des jeux vidéo grandeur nature, ou alors pour se rendre dans des contrées verdoyantes, reposantes, des sortes de destinations touristiques virtuelles. Peut-être que vous avez reconnu le film dont je parle. Il s'agit de Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 2018. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Déjà parce que moi j'aime beaucoup regarder les films, les séries de science-fiction et s'imaginer en fait que pourrait devenir le futur du tourisme en s'inspirant de ces œuvres. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce que ça permet de poser les bonnes questions. Est-ce que demain on voyagera depuis son canapé équipé d'un casque de réalité virtuelle? Je crois deviner votre réponse. En tant que professionnel du tourisme, vous vous dites non, certainement pas, j'espère pas. C'est normal. Mais est-ce qu'il faut pour autant jeter les casques de réalité virtuelle à la poubelle? Je ne crois pas, parce que ça peut être aussi un vecteur d'inspiration extrêmement puissant dans le tourisme. Et on y reviendra après. On voit bien avec ce cas particulier que la technologie ne doit pas être une fin en soi. On ne va pas venir supprimer le voyage avec des casques de réalité virtuelle. Mais la technologie plutôt, est un outil au service d'une stratégie touristique. Alors, vous le savez, le secteur du tourisme doit faire face à de nombreux défis. Des défis en termes de durabilité, d'accessibilité, en termes de décarbonation, en termes de personnalisation, en termes d'amélioration de la qualité de l'expérience touristique. On n'a pas vraiment connu le monde d'après qu'on nous a promis pendant la crise du Covid-19. Moi, j'ai fait plein d'articles avec marqué « monde d'après », 2 points. Et puis au final, on avait des visions de « ça va tout changer », etc. Bon, force est de constater que pas grand-chose ont vraiment changé en réalité. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience des professionnels du tourisme, de revoir peut-être les pratiques touristiques, et je trouve qu'ils s'interrogent de plus en plus sur leur impact, notamment sur l'environnement. Il y a 2 ans, j'ai donné une conférence à Porto Vecchio, en Corse, une île que notre amie Ange connaît très bien, sur la communication responsable. Durant cette conférence, j'expliquais que les réseaux sociaux étaient un vecteur de diffusion important pour la communication responsable. Plusieurs territoires se sont appropriés justement les réseaux sociaux pour venir communiquer différemment. Vous avez peut-être entendu parler du démarketing. On en a beaucoup entendu parler pendant plusieurs mois. Dans le tourisme, le démarketing consiste à venir montrer des lieux touristiques tels qu'ils sont vraiment, en pleine saison, quand les plages sont bondées, par exemple, ou à adopter une stratégie du silence. C'est-à-dire que pour éviter la surfréquentation de certains lieux touristiques ou certains lieux naturels, on vient arrêter finalement de faire la promotion de certains sites touristiques. L'exemple le plus parlant, selon moi, est celui du parc national des Calanques, à Marseille. Sur leur site internet, quand ils décrivent les calanques, ils disent carrément lieu dénué de plage, dénué d'équipement et bondé l'été en pleine saison estivale. Sur Instagram, la stratégie est la même. Ils viennent diffuser des images comme celle-ci de plages bondées. Land Attractivité, quant à cette agence, ont décidé de désaisonnaliser leur prise de parole sur Instagram. C'est-à-dire que l'été, plutôt que de montrer justement des plages que tout le monde connaît, ils vont venir faire la promotion des landes intérieures, de lieux qui se trouvent à 1h30 des plages. Et l'été, justement, ils vont plutôt axer leur communication autour de la sensibilisation, autour de zones de baignade, autour des dangers du soleil, ce genre de choses. On voit bien qu'il y a 2 enjeux ici, à la fois sensibiliser le public, mais aussi lisser
les flux touristiques. Et c'est vrai que ce démarketing, il répond aussi à des nouvelles attentes des consommateurs. On le voit notamment avec le succès du réseau social TikTok, qui est basé justement sur cette quête d'authenticité. On cherche à voir les choses, à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, même si TikTok n'a pas été vraiment investi par les acteurs du tourisme. Une autre tendance aussi qu'on voit autour des réseaux sociaux, autour de cette communication responsable, ce sont les dupes destinations. Les dupes destinations sont inspirées, en tout cas le terme dupe vient du secteur de la cosmétique, du make-up. Un dupe, c'est un produit un peu moins cher qui fait autant le job que le produit original. Eh bien, dans le tourisme, une dupe destination est en fait une alternative, en fait c'est un mot marketing pour dire alternative, moins chère, car plus proche de chez soi. Dans le tourisme, Bruno Maltor, l'influenceur voyage le plus suivi en France, est un adepte de ces alternatives. Attention, il ne dit pas je fais la promotion des dupes destinations. Là, c'est moi qui viens dire que, en tout cas, ça émerge. Lui, il parle plutôt d'alternatives, il ne parle pas de dupes destinations. Et donc lui, sur Instagram, par exemple, il va inviter sa communauté à aller visiter le palais idéal du facteur cheval. Ou alors, plutôt que des temples en Thaïlande, d'aller visiter le Colorado provençal, plutôt le Colorado américain. Les Açores aussi ont un peu surfé sur cette vague des alternatives, puisque lors d'une campagne de communication sur Instagram, ils ont montré comme ça une vidéo. Alors, je ne l'ai pas mise parce que je n'étais pas sûre d'avoir Internet ou quoi, mais en gros, voilà, ils disent ceci n'est pas la Suisse, ceci n'est pas Tahiti, ceci n'est pas Hawaï, etc., etc. Non, ce sont les Açores. Donc, on voit un peu cette idée d'alternative qui émerge de plus en plus dans le tourisme. La plupart des voyageurs qui se rendent dans ces dupes destinations n'en ont pas forcément conscience. C'est vraiment, on vient mettre un terme marketing sur des pratiques touristiques. La plupart se rendent dans ces dupes destinations pour des raisons économiques. C'est moins cher et on peut vivre plus ou moins la même expérience. Mais certains, on voit ça émerger, le font aussi peut-être pour des raisons écologiques. Ils se disent, plutôt que de prendre l'avion et de me rendre à l'autre bout de la planète, pourquoi est-ce que je n'irais pas à quelques kilomètres de chez moi ? Mais ça reste encore quand même assez peu visible. Et justement, est-ce que finalement, avec ce genre de nouvelles pratiques, on ne fait pas que déplacer le problème vers d'autres destinations? C'est la question qui se pose aussi. Je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai pas vraiment la réponse parce que voilà, ce sont des pratiques qui émergent, mais difficile de voir vraiment leur impact et de voir vraiment la volonté. Pourquoi est-ce que les gens se rendent à côté de chez eux plutôt qu'à l'autre bout de la planète? En tout cas, on le voit bien avec cette transition d'une communication de masse vers une communication plus responsable. Il y a une volonté des acteurs du tourisme de lutter contre le surtourisme, ou pour ceux qui seraient un peu allergiques à ce terme, je sais qu'il y en a dans la salle peut-être, de mieux gérer en tout cas les flux touristiques. Les acteurs du tourisme, de plus en plus, se dotent d'outils numériques pour mieux gérer les flux touristiques. Il y a eu plusieurs collaborations qui ont vu le jour ces dernières années. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a par exemple collaboré avec Waze, l'application de guidage communautaire que tout le monde connaît, je pense. Et en fait, cette application envoyait des alertes lorsqu'un lieu était plein, enfin quand un lieu touristique était surfréquenté à un moment donné de l'année. Et donc en fait, ces alertes donnaient des alternatives. Par exemple, plutôt que de vous rendre à telle plage, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas à une autre plage moins fréquentée, moins connue, pour que les personnes s'y rendent, tout simplement. Un autre exemple, dans cette volonté de lisser les flux, le grand site du Sixte Fer à Cheval, qui a collaboré avec l'entreprise Affluence, qui travaille beaucoup sur ces questions de gestion des flux. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que pour informer les automobilistes de la fréquentation du parking le plus utilisé pour se rendre dans le cirque fer à cheval, on peut accéder en fait à l'affluence en temps réel, mais aussi connaître les prévisions. Et donc on peut savoir, bon là j'ai pris ça hier soir je crois, donc forcément il n'y avait pas grand monde, mais voilà, on peut voir en tout cas les jauges et peut-être adapter son voyage, peut-être partir un peu plus tôt, un peu plus tard, etc.
Affluence d'ailleurs travaille actuellement avec l'Office de tourisme de Paris dans le cadre des Jeux Olympiques pour informer en fait les voyageurs en temps réel de la fréquentation des lieux touristiques et des lieux en fait des JO. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de lieux comme ça qui s'équipent avec ce genre d'outils. Ce qui est intéressant avec ce genre d'outils, c'est que les personnes travaillant dans un site touristique, qui sont en charge peut-être de l'accueil dans les parkings, reçoivent aussi des alertes en temps réel qui disent attention, le parking est plein, peut-être informer les automobilistes à l'entrée du parking, et là encore leur proposer des alternatives. Toujours cette idée d'alternative. Et donc quand proposer des alternatives ne suffit pas, certains lieux touristiques ont aussi décidé d'imposer des quotas. Vous avez aussi, je pense, entendu parler de l'île de Porquerolles et de la calanque de Sugiton à Marseille qui désormais donc impose des quotas. L'île de Porquerolles accueille au maximum 6000 personnes par jour. Et la calanque de Sugiton va plus loin, puisqu'ils ont mis le quota à 400 personnes par jour et demandent en plus de réserver pour se rendre dans la calanque. Et parfois, il faut s'y prendre, alors je crois que c'est 48 heures avant, mais voilà, il faut s'y prendre à l'avance et être un peu au taquet pour pouvoir réserver. Et donc c'est impressionnant, puisque comme je l'ai mis sur la slide, durant l'été 2020, il y avait parfois 6 personnes par mètre carré dans la calanque de Sugiton. Donc c'est énorme, c'était invivable. Donc ils ont dû finalement passer par ce système de réservation. Et ces systèmes de réservation vont peut-être devenir la norme dans les prochaines années. En tout cas, on voit ça émerger de plus en plus. Et moi, ça me fait poser la question, je me dis, est-ce que finalement, si demain, je suis obligée de tout réserver à l'avance pendant mon voyage, est-ce qu'on ne risque pas de venir tuer un peu la spontanéité du voyage, ce qu'on appelle la sérendipité, le fait de choisir au dernier moment, de se rendre quelque part, et ce qui fait un peu le propre du voyage, quoi, le hasard et des choses comme ça. Je vous pose la question. Et que penser alors de l'idée d'un assistant personnel qui permettrait de me recommander et de planifier toutes les étapes de mon voyage? Et c'est la question aussi qui se pose avec le développement de l'intelligence artificielle générative. Je vais vous parler d'un autre film que j'aime bien. J'aime bien parler de mes films préférés. Dans ce film-là, le personnage principal se dote d'un système d'exploitation intelligent, doté d'intelligence artificielle. Et ce système d'exploitation s'adapte totalement à la personnalité de son acquéreur. Et il évolue au fil du temps. Il devient un compagnon de vie, à tel point que le personnage principal du film tombe amoureux de cette IA. Est-ce que quelqu'un sait de quel film je parle ou pas dans la salle? Yes, bravo. Il s'agit de Her de Spike Jonze, qui est sorti en 2014, 10 ans déjà. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que l'IA générative est totalement en train de révolutionner les chatbots. Et demain, les chatbots pourront peut-être devenir des assistants de voyage intelligents qui me guideraient durant toutes les étapes, c'est-à-dire avant, pendant et après mon voyage. L'IA générative a été beaucoup expérimentée dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, une enquête de l'écotouristique dévoile qu'en septembre 2023, 50% des acteurs du tourisme avaient déjà testé ChatGPT. C'est quand même énorme. Il y a plusieurs manières d'utiliser ChatGPT ou même l'IA générative dans le tourisme, et la plupart des expérimentations concernent en fait l'avant-séjour, donc la recommandation, la planification et la gestion de la relation client. Kayak, Booking, Expedia, Get Your Guide, tous ont proposé des systèmes de recommandation où il est possible de mettre une requête en langage naturel. Et voilà, on leur vient recommander une destination au travers d'une conversation. Et cette idée conversationnelle est très prégnante et s'est toujours développée dans le tourisme. Dans le côté institutionnel, chez les institutionnels, il y a One Provence qui a développé une IA qui permet de faire des recherches, de se guider à travers le site internet via le conversationnel. Donc ça peut concerner des choses du tourisme, voilà, j'ai envie d'aller à la plage, etc. Mais ça peut aussi concerner des questions très administratives ou trouver une école, etc.
One Provence, c'est une agence de marketing territoriale. C'est la dernière née des agences marketing territoriales en France. Mais tout ça n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque c'est en fait en interne que l'IA générative est la plus utilisée aujourd'hui dans le tourisme. Evaneos, par exemple, l'utilise pour faire la première version de ses devis, pour pré-remplir ses devis. Du côté des destinations, on a l'hôtel de Chamonix-Mont-Blanc qui a utilisé Midjourney, donc l'outil qui permet de générer des visuels via l'IA générative, pour une campagne diffusée dans le métro et sur Internet l'hiver dernier. Ils l'ont diffusé l'hiver dernier. Et donc, eux, leur problématique, c'est qu'ils voulaient en fait pouvoir avoir des êtres humains aux côtés d'animaux. Et ça, c'était pas possible à faire dans la vie réelle. Vous devinez pourquoi? C'est compliqué quand même. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait appel à l'IA générative pour créer ces visuels. D'ailleurs, ça fait polémique, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Et il y a aussi Air France qui augmente ses agents d'escale et ses mécaniciens avec des chatbots pour répondre à leurs propres questions, en fait, pour aller chercher des informations plus facilement, mais aussi pour répondre aux demandes des clients. Moi, j'aime bien parler de Terry Jones. Je vais vous parler un peu de Terry Jones parce qu'on a du temps. Terry Jones, c'est le fondateur de Travelocity et l'ancien président de Kayak. Et pour lui, en fait, ChatGPT et ses amis, toutes les IA génératives qu'on voit émerger, vont totalement révolutionner l'interface utilisateur dans le voyage. Et c'est de quoi il parle, Terry Jones, puisqu'il y a 10 ans, il a créé Wayblazer, qui était une plateforme qui permettait de trouver le meilleur hôtel ou la meilleure activité en faisant une requête sur Internet. Par exemple, je voudrais trouver un hôtel pour mes 3 enfants et ma femme dans une destination où il fait chaud, où on peut s'amuser. Enfin, voilà, vous imaginez tout ce qu'on peut mettre. Sauf qu'à l'époque, l'IA générative n'existait pas tellement, ou alors en tout cas, elle émergeait seulement. Et donc Terry Jones, il était tellement en avance qu'il n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Et pourtant, voilà, il pèse dans le game, comme on peut dire. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Et donc, 2 ans après sa création, 2 ans après la création de Wayblazer, eh bien, la société fermait ses portes. Donc, pour dire qu'il était visionnaire et qu'en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui émerger, eh bien, ça existait aussi il y a 10 ans. Et en interview l'année dernière, il a dit une phrase que je trouve intéressante. N'oubliez pas que les IA sont des systèmes apprenants, elles se développent, s'améliorent à chaque interaction. Si votre concurrent dispose d'une interface basée sur l'IA apprenante et que vous n'en avez pas, il aura bientôt un doctorat en IA et vous serez encore à la maternelle. Je doute que vous puissiez un jour rattraper votre retard. Je drop the mic. J'aime bien sa vision en fait et voir qu'il avait déjà un peu pensé ça il y a 10 ans et qu'on voit ça immerger comme quoi il y a des cycles comme ça qui reviennent. C'est amusant de voir à quel point l'IA générative a totalement balayé le sujet du métavers dans l'espace de quelques mois. Vous savez, le métavers, là, l'univers virtuel dans lequel Mark Zuckerberg voulait qu'on s'amuse comme des petits fous. Là. Vous avez peut-être vu cette vidéo où il présentait, je crois que ça dure 1 heure, une vidéo où il présente tous les aspects de notre vie dans le métavers. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'1 an après avoir présenté sa vision en fanfare du métavers, Meta, donc après avoir changé de nom aussi, Facebook est devenu Meta, Meta publiait un livre blanc dans lequel elle expliquait qu'en fait cette vision du métavers ne serait réalisable que dans 10 ans. C'est pas tout de suite. Alors, du coup, que penser du métavers ? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment une seule définition du métavers et qu'il y a un grand gap entre ce qu'on pense être le métavers et ce qu'est le métavers aujourd'hui. On le confond souvent avec les jeux vidéo, avec la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, la plupart des plateformes qu'on appelle métavers aujourd'hui sont en fait des plateformes de jeux vidéo. The Sandbox, Roblox, Fortnite, etc. Contrairement à l'IA générative, il y a eu peu d'expérimentation dans le tourisme. D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'accéder au métavers. Et tout dépend de la vision, justement, de celui qui le porte. On peut y accéder via des casques de réalité virtuelle, via des casques de réalité augmentée,
via des casques de réalité mixte, qui mixent les deux, ou tout simplement via un ordinateur et une bonne connexion Internet. Et donc pour revenir dans le tourisme, il y a eu peu d'expérimentations, et la plupart étaient un peu décevantes. Moi, par exemple, je me suis rendue dans Decentraland pour aller tester le Millennium Hotel. Enfin, pour aller tester, non, pour aller découvrir le Millennium Hotel. Il s'appelait le M Social, par le Millennium Hotel. Et j'ai été vraiment déçue. C'est-à-dire que voilà, il y avait 4 murs, il y avait personne pour m'accueillir, personne avec qui discuter, il s'est passé absolument rien. Et comme vous pouvez le voir, le bâtiment n'a rien à envier à mes plus belles créations dans les Sims. Enfin, je veux dire, je fais un truc beaucoup plus beau. Donc voilà, donc vraiment, on est loin de l'expérience sociale et augmentée que nous promet le métavers. Ça, je pense que ça, en fait, c'est dû à quelque chose que qu'ont fait beaucoup les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent à dupliquer l'expérience du réel dans le virtuel. Ils cherchent juste à dupliquer, à faire un copier-coller. Bon, on est un hôtel, on va faire un hôtel dans le métavers et tout le monde sera content. Non, ça se passe pas comme ça. Et si on veut créer une révolution, une évolution, ou créer des nouveaux usages, il va falloir en fait créer des nouvelles expériences. Et on n'a peut-être même pas encore conscience de ces nouvelles expériences, de ces nouveaux cas d'usage. Et pour ça, en fait, il faut partir d'une feuille blanche. L'exemple le plus prometteur, l'expérimentation la plus prometteuse, selon moi, aujourd'hui, dans le tourisme, c'est le métavers créé par Charon Tourisme, dans la plateforme spatiale. Charon Tourisme a créé 3 espaces virtuels. Pour quelles raisons ? Pour aller draguer la génération Z et pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. L'idée de Charon Tourisme est d'inspirer, de donner envie de se rendre dans un lieu physique, mais aussi d'informer les internautes, les utilisateurs, des événements à venir. Et je crois savoir que l'OT de Dunkerque et l'Office de tourisme de Dunkerque est aussi en train de créer ce genre d'espace virtuel avec la société Wheatland qui est derrière cette initiative. Cette inspiration est en fait l'inspiration est en fait la grande valeur ajoutée de ce qu'on appelle plus largement l'immersif. De plus en plus d'expériences immersives voient le jour dans la culture. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les expériences immersives proposées par la société Emissive. Moi, je suis fan de ce qu'ils font. Je suis allée tester toutes les expériences immersives. La plupart sont disponibles à Paris, mais ils sont en train aussi d'arriver à Lyon, à Bordeaux et même à l'étranger, en Chine notamment. Et donc, j'ai mis plusieurs exemples là. Il y a Éternel Notre-Dame qui est proposé encore, je crois, à la Défense. Horizon de Khéops qui a été proposé à l'Institut du Monde Arabe, Monde Disparu au Muséum d'Histoire Naturelle, et actuellement au Musée d'Orsay, on a une soirée avec les impressionnistes, un soir avec les impressionnistes. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les visiteurs sont équipés d'un casque de réalité virtuelle et ils déambulent dans 500 mètres carrés, sans s'entrechoquer. Ça, c'est assez fort, je trouve, parce qu'il peut être assez nombreux dans la même salle. Et l'idée, en fait, c'est de venir, dans le cas de la culture, parce qu'on le voit, c'est porté par des musées principalement ou des lieux patrimoniaux. L'idée, c'est en fait soit d'avoir une vocation éducative ou d'informer sur le sujet du musée. Donc les sujets sont principalement culturels, mais demain, on peut très bien imaginer qu'un pays ou une destination touristique pourrait donner envie, inspirer donc, les utilisateurs de se rendre physiquement dans une destination. C'est pas déconnant. Et j'aime bien l'ambition en fait de cette société émissive. En fait, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est créer un réseau de salles dans toutes les villes qui serait l'équivalent des cinémas. Des salles où on viendrait vivre la dernière expérience immersive qui vient de sortir. Et si finalement aujourd'hui les séries et les films de science-fiction, la fille elle est elle est obsédée par la science-fiction, non, les films et les séries d'une manière générale pourraient donner envie de se rendre quelque part, ce qu'on appelle le ciné-tourisme, et finalement est-ce que ces expériences immersives ne pourraient pas elles aussi donner envie de se rendre dans un lieu physique, dans un lieu touristique ? En tout cas, il y a toute une filière, plein d'expériences à créer et des collaborations entre le tourisme, la culture et la filiale de l'immersif sont à créer. Une collaboration entre tous ces acteurs sont à créer. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024,
cette idée de collaboration est prégnante dans le tourisme, notamment dans l'idée d'échanger des données pour améliorer l'expérience des voyageurs qui vont venir partout du monde, mais aussi les délégations des athlètes qui vont elles aussi venir de partout dans le monde. Il y a eu plusieurs espaces de données qui ont vu le jour dans le tourisme ces dernières années, poussés souvent par des acteurs institutionnels qui ont peut-être plus la culture de l'open data que des acteurs privés. Mais ça, c'est en train de changer. Et les acteurs privés collaborent de plus en plus avec le public dans cette idée justement d'échanger des données pour améliorer l'expérience. Alors il n'est pas là, mais je vais peut-être parler un peu d'EONAX, justement, qui est pour moi le projet le plus prometteur. L'ambition d'EONAX est de créer une infrastructure européenne dans laquelle en fait, tous les acteurs du tourisme, du transport, pourraient échanger leurs données pour améliorer justement l'expérience des voyageurs, mais aussi créer des nouveaux modèles économiques. Bon, voilà, je vais vous donner un exemple, du coup, j'improvise un petit peu, comme il n'est pas là, voilà. J'ai assisté à un événement qu'ils ont donné il y a quelques semaines à Paris, et il y avait un cas concret qui était intéressant, celui des aéroports de Paris. Alors c'est rigolo parce que Edward Arkwright, je ne sais plus comment ça se prononce, qui est le PDG d'Aéroports de Paris, a été un peu sans filtre, et il a dit... Nous, il y a quelques semaines, on a un peu mal géré justement un exemple que finalement les données pourraient permettre d'améliorer l'expérience des voyageurs et des athlètes. Il y a quelques années, il y a eu la délégation de la République populaire de Chine de kayak qui est arrivée dans nos aéroports. Sauf qu'on n'était pas au courant, et forcément les kayaks, ça prend un peu de place, et c'est un peu compliqué à transporter dans les tapis à bagages, etc. Enfin, ça a été un peu le bazar, et ils disaient, mais c'est fou on n'était pas au courant, quoi. On n'a pas su gérer ça, et en plus c'est tombé pendant le week-end de Pentecôte, où on était déjà très occupés, on courait déjà dans tous les sens, et voilà. Ce qui a fait que forcément, la délégation n'était pas très contente de l'accueil qu'elle a pu avoir dans les aéroports. C'est pourquoi en fait les aéroports de Paris sont en train de collaborer avec une entreprise qui s'appelle Cosmotech et qui va permettre en fait de créer des jumeaux numériques pour en fait anticiper comme ça, pour créer des scénarios si par exemple il y a énormément de personnes qui arrivent au même moment, si justement une délégation arrive, qu'est-ce qu'on fait, combien on met de personnes, etc. Et en fait ils poussent un peu le système avec des données issues d'EONAX justement, pour voir justement comment réagir, quel est le scénario, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait. Et ça, dans les JO, ça va être expérimenté. Il y aura d'autres expérimentations qui devraient arriver aussi. Voilà, c'est un exemple concret en tout cas de ce que va pouvoir faire EONAX. Je réfléchis, je peux rajouter quelque chose d'autre sur EONAX, mais non, je préfère pas en dire trop parce que si je dis des bêtises, après Jonathan il va en vouloir. Donc je vais pas trop en dire. On me demande souvent quelle est la technologie qui, selon moi, va le plus révolutionner le secteur du tourisme. J'ai ma petite idée, mais pour moi, c'est un peu prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que utiliser la technologie pour utiliser la technologie ou pour faire comme tout le monde, pour moi, ça n'a pas de sens. Comme je le disais en préambule, la technologie est un outil au service d'un besoin, au service d'une stratégie touristique. Ne faites pas comme le Hena Hotel au Japon, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un hôtel qui avait embauché 243 robots, des robots qui étaient là pour faire l'accueil. Là, on avait des dinosaures, par exemple. Pourquoi pas. Qui étaient là pour faire le room service, pour stocker les bagages, pour divertir, pour allumer des lumières en champ. Enfin bref, vous imaginez 243 robots, voilà, il y en avait vraiment pour faire tout et n'importe quoi. Et ils se sont vite rendus compte qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée et qu'en plus, ça ne marchait pas très bien, il fallait tout le temps les mettre en maintenance, etc. Bon, c'est devenu vite un bazar. Ce qui a fait que 2 ans plus tard, ils ont renvoyé la moitié de leurs robots. Tout ça pour dire que, voilà, mettre de la technologie pour dire c'est cool, regardez, on l'a fait, on fait des communications, etc., ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tâchons plutôt d'utiliser la technologie pour répondre aux vrais défis touristiques, enfin aux vrais, je ne dis pas qu'il y a des faux, mais pour en tout cas répondre aux défis touristiques actuels dont j'ai parlé, la durabilité, l'accessibilité et l'amélioration de la qualité de l'expérience touristique.
tous les concepts numériques, tous les films dont j'ai parlé, bon, j'en ai parlé deux seulement, mais tous les films dont j'ai parlé, tous les cas d'application dont j'ai parlé, sont décryptés dans mon livre Dictionnaire tourisme et numérique, et sur le média Tom.travel, dont je suis la rédactrice en chef. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et d'aller voir tout ça. Merci de votre attention. Merci Julia.